Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le bilan lecture du mois de novembre, et il est temps de se rendre compte des choses d'Aurélie et de prendre vraiment conscience de l'ampleur des dégâts, mais j'ai lu quasiment que des livres de SFFF au mois de novembre, ce qui n'est pas du tout grave en soi, loin de là. Je me rends compte progressivement du virage que prend à la fois mes lectures et par conséquent cette chaîne. J'aime vraiment de plus en plus la SFFF, que ce soit la fantasy ou la science-fiction, et je me rends compte que c'est vers ce genre de lecture que j'ai envie de me tourner majoritairement. C'est principalement des livres dans ce genre-là que j'ai aussi demandé à Noël. Bref, c'est comme ça, et le seul livre qui n'est pas un livre de SFFF, c'est un livre que j'ai lu pour la lecture commune du book club de Paper Palace. Donc c'est pas moi qui l'ai réellement choisi, même si j'ai décidé de prendre part à cette lecture commune. 11 livres lus et 10 livres de SFFF. Un livre de littérature blanche et 0 essai. Ça, je m'en doutais, j'étais très fatiguée dans le mois de novembre pour lire des essais. Et parmi ces 11 livres, il y en a 4 qui sont écrits par des hommes et donc 7 par des femmes. Encore une fois, les 4 écrits par des hommes, c'est des suites de sagas. Vous me voyez arriver, et donc ça sera... je pourrais pas réduire le nombre d'hommes lus, parce que j'ai bien envie de finir ces sagas. Et du coup, qui dit SFFF dit quand même pas mal de sagas. Donc j'ai décidé de vous parler d'abord du seul livre de littérature blanche, puis des livres de SFFF qui sont des one-shots, puis des suites de sagas. Le livre pour la lecture commune du Patreon de Paper Palace, c'était La boîte en os d'Antoinette Pesquet, qui est une autrice française, et ce livre est sorti en 1941. Je ne connaissais absolument pas. Et si j'avais décidé de participer à cette lecture commune, c'est parce que j'avais bien aimé l'idée d'aller chercher dans le patrimoine littéraire une autrice qui est partiellement oubliée, on va dire, et pourtant qui a marqué son époque, puisqu'on nous dit dans la 4e de couverture que Apollinaire notamment et Félix Fénon lui avaient déjà rendu hommage à leur époque. Ici, on est dans un roman très particulier. C'est un roman d'ambiance, en fait. On va suivre le personnage d'un Français qui rend visite à un ami qui date de leur époque d'internat commun au Pays de Galles ou en Écosse, je sais plus trop. Et cette personne est devenue folle, ou en tout cas, on le pense. Et on va suivre leur histoire. J'arriverai pas trop à résumer mieux que ça. Et sur la 4e de couverture, il y a écrit vertigineuse construction sur le vide. Et je trouve que c'est un peu et c'est un peu ça en fait le livre. Il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est plus une ambiance, un truc très pesant, très mystérieux. On n'a pas forcément envie d'en savoir plus, mais étrangement on est bien dans cette ambiance. J'ai vraiment rushé le livre, il est hyper court. J'ai bien aimé, vraiment c'était déconcertant. Et c'est ça que j'ai aimé, alors que c'est pas d'habitude quelque chose que j'apprécie. Mais voilà, c'était quand même un ovni littéraire. C'est le genre que Paper Palace adore proposer sur son Patreon et qu'elle adore lire. Ces romans très mystérieux, angoissants, où l'histoire est quand même très folle ici, avec cet internement d'un de nos héros. Un enfant que personne ne reconnaît vraiment, mais qui est là, qui assiste à la mort de sa mère. Le fantôme de son père revient. Il vient hanter un homme, mais est-ce que vraiment il hante un homme ou pas? Enfin voilà, il y a plein de questions qui se jouent autour de ce mystère, et on n'a pas forcément de réponse. Donc pour vous résumer le livre, c'est un petit peu compliqué, mais c'était parfait pour ce début du mois de novembre, encore dans la période halloweenesque. On passe donc au one-shot. Alors, un des premiers one-shots que j'ai lu, c'est L'Arpenteuse des rêves de Estelle Faye, qui est un livre jeunesse, young adulte, que j'ai vraiment beaucoup aimé, notamment par les thématiques abordées, l'écologie, les luttes des classes, les inégalités, mais aussi par la diversification des personnages, avec des personnages lesbiens, handicapés. J'ai vraiment adoré l'univers qu'elle avait créé, et je vous en dis pas beaucoup plus parce que j'en ai fait toute une vidéo consacrée à l'autrice et à ce livre, et j'ai vraiment hâte d'aller lire Les Seigneurs de Bohême, qui, je pense,
sera un de mes objectifs de l'année 2024. Et le deuxième one-shot que j'ai lu, c'est Rossignol de Audrey Plenay, qui était le deuxième coup de cœur de la librairie Le Nuage Vert. Le premier, c'était celui-ci, donc j'avais pris deux coups de cœur, comme je vous l'expliquais dans la vidéo consacrée à Estelle Faye. Un coup de cœur de chaque libraire. Ici, Rossignol, c'est étrange parce que j'ai à la fois adoré et détesté. En fait, on va suivre dans un futur lointain, dans une base spatiale, une narratrice qui n'est pas tout à fait humaine, parce qu'en fait sur cette base, sur cette station spatiale, il y a l'objectif de créer une vie en symbiose avec toutes les espèces de l'univers et pouvoir faire des croisements génétiques entre ces espèces-là, pouvoir également vivre ensemble grâce aux paramètres qui sont des systèmes scientifiques et biologiques d'adaptation des corps et d'adaptation de l'espace, pour que, encore une fois, tous ces êtres vivants puissent vivre ensemble, se reproduire ensemble et former une grande communauté. Donc ça, c'est le projet politique de la station. Et nous, on suit une narratrice qui va être prise un peu malgré elle au début et au gré des rencontres qu'elle a effectuées dans une guerre politique au début larvée, mais qui deviendra un conflit ouvert entre les spéciens, qui sont favorables à la séparation interespèces, et les fusionnistes qui, eux, veulent accélérer le processus de vie en symbiose de ces différentes espèces. Notre protagoniste, elle se situe dans le camp des fusionnistes, mais elle intègre, comme un agent double en fait, le camp des spéciens. À cet affrontement politique qui se joue au sein de la station, mais aussi au sein de la famille de notre narratrice, qui a un enfant avec une autre espèce, et elle voit son enfant évoluer et donc arriver à un stade où peut-être ils ne pourront plus mutuellement se comprendre. Et de l'autre côté, dans sa famille, il y a sa mère qui rêve de revenir sur une planète Humania, donc on pourrait imaginer que c'est une planète humaine, et retrouver une vie peuplée et entourée uniquement des gens de cette espèce, de son espèce. Franchement, moi, le pitch, j'adore. Il y a tout ce que j'aime, de la politique, des conflits, des vraies questions morales, éthiques, intéressantes, et de l'espionnage, donc parfait, j'adore. Tout ça dans une station spatiale. Vous savez que j'aime le space opéra. Donc je me suis dit, parfait, ça va trop me plaire. Mais j'aurais quand même pu m'en douter parce qu'on est dans la collection Une heure lumière du Bélial. Et en fait, c'est des courts textes. Vous savez, c'est la même maison d'édition que la Maison des Jeux de Claire Nord. Et les textes font moins de 200 pages. Et en fait, traiter tout ça en moins de 200 pages, ça m'a paru extrêmement difficile. Et c'est ça qui ne m'a pas plu. Franchement, le livre a trop de thèmes, trop d'enjeux pour tenir en moins de... Je crois qu'il fait 150 pages en plus. 130 pages, 131 pages. Franchement, il méritait 200, 300 pages de plus pour bien poser les enjeux, bien comprendre réellement ce qu'il se passe, ressentir plus d'attache avec notre narratrice et les autres personnages, mieux comprendre la station, mieux comprendre comment ça se passait. En fait, j'ai trouvé que l'écrire de manière condensée nuisait à la qualité du roman et donnait un effet un petit peu brouillon ou superficiel, alors que franchement tous les éléments étaient réunis pour faire une œuvre grandiose et que j'aurais adoré, qui aurait frôlé le coup de cœur vraiment. Et donc là je suis déçue par ça, par ce côté très condensé qui pour moi n'a pas d'intérêt là au vu du récit et au vu surtout des enjeux à déployer. Donc ça l'a fait, mais ça l'a pas fait en même temps. Ça a été une lecture plus que mitigée, même si vraiment les thèmes abordés étaient hyper intéressants. Et après, je n'ai lu que des sagas, enfin j'ai que des sagas à vous présenter, donc trop bien puisque j'avance des sagas, mais ça fait beaucoup quand même. Alors, on commence avec la première saga que j'ai terminée, c'est La Maison des Jeux de Claire Nord, dont je vous en parlais, c'est dans la même maison d'édition et collection que le Rossignol. Ils sont vraiment tous très beaux. Très rapidement, parce que j'ai fait toute une vidéo que je vous remettrai en barre d'infos et dans le i. Donc tout un vlog dans lequel je terminais des sagas, dont celle-ci. J'ai adoré cette trilogie, vraiment, elle m'a marquée. J'ai adoré les enjeux. Ici, on a Argent qui affronte la maîtresse des jeux pour le contrôle de la maison des jeux, ou du moins au début. C'est le tome qui m'a le moins plu des trois. J'ai trouvé qu'il se passait trop de choses, que c'était trop précipité, qu'on s'attachait pas tant que ça au personnage, mais que la révélation finale était tellement incroyable que je crois que ça rachète, si on peut le formuler comme ça, l'entièreté
du roman qui était en deçà des 2 premiers. Et je le reprécise là, les 2 premiers sont incroyables, vraiment. Dans le premier, on suit Tuum qui va du coup découvrir, et nous ça va nous permettre de découvrir la maison des jeux et le système des 2 loges. Donc la basse loge où le commun des mortels peut jouer à des jeux avec des enjeux et des paris typiques, de l'argent, etc. Et la haute loge qui est en fait une loge où on joue pour des plus grands enjeux. Et Tuum va affronter d'autres adversaires pour faire élire un haut fonctionnaire vénitien au XVIe siècle. Et c'est une énorme partie de jeu de cartes en fait, dont les atouts sont des vrais personnages qui doivent des services à la maison des jeux. Et dans le tome 2, on suit Rémi qui est un franco-anglais, il me semble, qui va jouer une partie de cache-cache dans l'ensemble de la Thaïlande. Donc l'échelle s'agrandit. On va suivre donc la partie où lui est caché, puis la partie où il est le chercheur. Et dans le tome 3, on est à l'échelle du monde avec cet affrontement final entre Argent et la maîtresse des jeux. J'adore cette trilogie, elle est vraiment incroyable. Je me suis forcée à ne pas enchaîner les tomes tellement que j'ai aimé, et la révélation de celui-ci, j'ai adoré et je vous la conseille très fortement. Dans cette même vidéo, dans ce même vlog où je finissais des sagas, j'ai terminé Capitale du Nord de Claire Duvivier et je vous avais présenté donc le tome 3, L'Armée Fantoche, et j'ai lu au tout début du mois de novembre parce que j'avais décidé, je crois que je vous en avais parlé dans ma vidéo bilan de lecture du mois d'octobre, de relire les 3 tomes de la trilogie, pour découvrir le tome 3 dans les meilleures dispositions possibles et pas faire la même erreur que j'avais fait avec Capitale du Sud. Donc en novembre, j'ai relu début novembre le tome 2, à savoir Morroger, qui est mon tome préféré de la trilogie parce que là on suit toute la fuite et la survie d'Amalia et Jonas après la mort de l'ensemble de la famille d'Amalia et surtout de Irion et de sa famille. Et donc on suit toute leur vengeance aussi, on suit toute la machine, ils appellent ça comme ça dans le livre, que les deux vont essayer d'accomplir, mais aussi toute leur implication dans la politique de la ville, notamment pour faire tomber Ebelin, le demi-frère illégitime d'Amalia, aider les faubourgs. Et j'ai trouvé que dans ce tome, la géopolitique était vraiment plutôt bien faite, vraiment amener les enjeux étaient intéressants. Et dans le tome 3, ils sont quand même très beaux ces tomes. Dans le vlog, j'en fais un avis, je vous donne mon avis détaillé, mais pour moi, j'ai trouvé que le tome était en 2 parties. Une première partie, donc quasiment 200 pages. On suit Amalia qui va découvrir Nox et leur installation à la tour de garde avec la communauté un peu idéale qu'ils essaient de mettre en place, et ça ne m'a absolument pas intéressée. Surtout qu'il n'y avait pas de réflexion sur quelle communauté mettre en place, donc j'ai trouvé ça peu intéressant. Et la deuxième partie du livre qui est pour moi la partie essentielle avec ce double affrontement, à la fois l'affrontement où Amalia va essayer de finir ce qu'elle a entamé dans le tome 2 et où Nox va essayer pareil de finir ce qu'il a entamé dans le tome 2 de Capitale du Sud, mais surtout le deuxième niveau de lecture avec cet affrontement entre les Serpentaires qui est un clan de la Capitale du Sud, donc de Gémina, et le héros qui est un peu le monstre, la magie de Capitale du Nord, donc de Déhaven. Et j'ai trouvé que ce double niveau d'affrontement était hyper intéressant autour donc de la tour de garde qui est à la fois le jeu auquel jouent tous nos protagonistes depuis le tome 1 de Capitale du Sud, mais du coup aussi le nom du domaine où s'installent Amalia et Nox et l'ensemble de leur nouvelle communauté. Cependant, j'ai trouvé que cet affrontement entre le Serpentaire, le clan du Serpentaire et le héros était quand même très facilement résolu par nos héros, donc Amalia et Jonas, alors qu'ils y connaissent rien à toute cette magie dans le tome 1 de chaque trilogie, et que ça reste des gamins, et j'ai trouvé ça trop facile la résolution, donc j'ai été un petit peu déçue. En fait, c'était trop prometteur, très prometteur, et la fin n'a pas été pour moi à la hauteur des enjeux. Mais en ce qui concerne Capitale du Nord, j'ai adoré l'évolution du personnage d'Amalia. Elle m'a de plus en plus touchée. Et je vais m'arrêter là pour cette trilogie parce que j'en ai parlé longuement dans ce vlog et que je vais pas faire répétition ici. J'ai lu également Mission Stellaire de Brandon Sanderson qui est le tome 2.5 de sa saga Skyward qui va être une saga en 4 tomes plus recueil de nouvelles. Donc je l'ai toujours pas fini, il me manque le 4e tome qui vient à peine de sortir en anglais.
Et c'est un énorme pavé, il fait quasiment 900 pages. Et en fait, ici, on a 3 nouvelles dans l'univers de Skyward, pile entre le tome 2 et le tome 3. Donc on est au moment où Spensa a réussi à aller sur la planète de la supériorité, là, en se faisant passer pour Alani. Et aussi, elle a réussi à repousser le fouilleur qui attaque la planète de Detritus. On est donc à ce moment-là de l'histoire et elle repart du coup au tout début du tome 3 dans l'infini, je sais plus comment ça s'appelait, pour essayer d'en comprendre davantage sur ces fouilleurs et sur les pouvoirs de Cytonique. Bref, on se situe là. Donc il y a 3 nouvelles dedans, de 3 points de vue différents. Alors nouvelle, ça n'a que le nom de nouvelle, hein, parce que chaque nouvelle fait entre 200 et 250 pages, donc ça pourrait être quasiment un roman. 3 nouvelles, donc je vous disais de 3 points de vue différents. La première nouvelle est du point de vue de FM, qui est un membre de l'escadron vers les étoiles, donc l'escadron de Spensa et Jürgen, entre autres. Et c'est un personnage qui m'avait bien plu, elle apparaît pas beaucoup dans les 3 tomes, enfin surtout dans les 2 premiers du coup. Mais j'avais envie d'en apprendre davantage sur elle et j'ai trouvé ça intéressant que la nouvelle commence par un personnage secondaire, mais c'est la nouvelle qui m'a le plus déçue, ou en tout cas le moins plu du livre, parce qu'en fait on va se concentrer sur la relation entre FM et les limaces. En fait, cette relation va permettre à ce que toute la planète de Detritus comprenne qu'une partie des pouvoirs cytoniques peuvent être mobilisés grâce aux limaces. Et il y a la question du bien-être animal que j'ai bien aimé dans cette nouvelle-là. Mais après, c'est des informations que nous, on avait déjà. Et j'ai pas trouvé que les 2 auteurs avaient réussi à rendre FM très touchante ou attachante dans cette nouvelle-là. La deuxième nouvelle est beaucoup plus intéressante parce qu'elle est du point de vue d'Alani. Donc c'est une espèce extra-humaine qui débarque en catastrophe sur Detritus et dont Spensa va prendre l'identité pour aller sur la planète de la supériorité. Ce livre est tellement lourd que ça me fait mal de le tenir. Si je fais ça, c'est peut-être mieux. Bref, on va suivre l'ensemble de la relation, on pourrait le formuler comme ça, entre Alanic et les humains de Detritus, entre diplomatie et crainte de cette nouvelle espèce, mais aussi entre croyance dans ce que raconte Alanic sur la supériorité et l'envie qu'ont les humains de Detritus de former une alliance avec la supériorité pour arrêter d'être massacrés. Et j'ai trouvé que c'était des thèmes bien amenés, très intéressants. Qui dit vrai, qui dit faux, quelle est la vérité, est-ce que cette vérité elle est subjective ou pas, qu'est-ce que c'est que la liberté aussi, est-ce que la liberté c'est simplement de vivre sous le joug d'une autre personne mais de vivre sans mourir, ou est-ce que la liberté c'est d'envoyer des jeunes adolescents, des jeunes adultes dans des vaisseaux spatiaux pour combattre des autres vaisseaux spatiaux afin d'essayer de survivre. Donc c'est des questions qui ont été bien amenées et très intéressantes. Il y a aussi la question, même si elle est moins développée, si elle est plus implicite, de l'altérité, de comment on fait pour s'adapter aux autres espèces. Ça, j'ai trouvé que c'était davantage développé dans le tome 2, quand Spensa va sur la planète de la supériorité. Donc j'ai beaucoup aimé en découvrir davantage sur la planète d'Alani, qui ne ressemble en rien à notre planète Terre et à la planète Detritus. Dernière nouvelle, et oh mon dieu, qu'est-ce qu'elle m'a touchée, c'est à ce moment-là que j'ai versé ma petite larme. Je vous l'avais dit quand j'avais fait ma vidéo où je découvre Sanderson avec le tome 1 de Skyward, que j'étais fan du couple dès le tome 1, Jürgen, Spensa. Et bien là, toute une histoire du point de vue de Jürgen qui voit ses parents mourir, qui essaye tant bien que mal de faire mieux, de comprendre ses erreurs et qui pense à Spensa parce qu'il a plus de nouvelles d'elle depuis au moins 2 tomes. C'était trop bien fait pour que je ne sois pas plus touchée que ça, vraiment. J'ai adoré cette nouvelle, elle était très belle. Ça m'a redonné envie de lire Skyward parce que le tome 3, j'avais absolument pas aimé. Mais du coup, là, on retrouve tout ce que j'aime dans cet univers, à savoir du space opéra, des questions intéressantes, des intrigues intéressantes. Il y a certes de la romance, mais c'est pas non plus central. Je trouve que c'est bien fait. On ne perd pas de vue les objectifs. Il y a quand même une bienveillance politique aussi qui est intéressante. On n'a pas, par exemple, de racisme, même s'il y a ces questions d'infériorité des races qui sont posées, mais en fait, les points de vue font que forcément, on sait que c'est pas ça qu'il faut penser. Je sais pas si je suis très claire. J'ai adoré et j'ai hâte du coup de lire le tome 4 qui, normalement, sera le dernier de cette saga et je pourrais dire enfin que j'ai terminé une saga de Sanderson.
Bref, j'attends donc la traduction. Une fois n'est pas coutume, en novembre, j'ai lu une intégrale de La Roue du Temps. Ils sont tellement petits. Regardez, la somme des deux, ça fait certains tomes. Le tome 11, le tome 12 sont tellement énormes, même les premiers. Bref, donc là, j'ai lu le tome 15 et le tome 16, donc l'intégrale 8, qui s'appelle Le chemin des dagues. Il y a un élément central dans le tome 15 qui est que Nineveh et Elaine arrivent à mettre fin grâce aux régentes des vents du peuple de la mer. Donc elles arrivent à mettre fin à la sécheresse. Il était temps, ça fait genre 15 tomes que c'est l'apocalypse écologique. Il y a l'arrivée des Séanchaniens à Eboudar, ce qui fait fuir nos protagonistes. Egwene devient la chair d'Amerlin. Des Aes Sedai qui ont fait scission rendent sombre peu à peu dans la folie. Mais j'ai envie de dire, dès le tome 1, c'était ça. Et il est toujours insupportable. Bref, il se passe pas grand-chose en fait dans ces tomes. C'est vraiment des tomes de transition, j'ai l'impression. Ça devient un peu chiant. Mais bon, c'est comme ça. J'espère qu'on va retrouver des moments un peu épiques. Et vous le savez, je vous en avais parlé aussi dans le vlog. Moi, je suis dévastée depuis que Moraine est mort. Mais, comme les tomes... Enfin non, il n'y a pas de lien en vrai. Je suis dévastée. Point, nouvelle phrase Aurélie. Comme les tomes sont très petits et que je les écoute en allant au travail, j'ai pu... Oh, tout vient de s'effondrer. J'ai pu lire en novembre aussi. Le tome 17, donc en novembre, j'ai lu une intégrale et demie. Quelle accélération de rythme! Moi qui galérais à lire un tome par mois début 2023, bref. Donc là, c'est la première partie de l'intégrale 9. Et enfin, on a un élément essentiel, même si c'est quand même pas très développé, c'est que Elaine retrouve son trône. Il était temps. Ça fait genre 5 tomes qu'on te dit qu'il faut aller à Camelin pour reprendre ton trône. J'ai hâte qu'elle se rende compte que sa mère n'est pas morte. Et dans ce tome-là, on suit Perrine et Fail qui est enlevé par une partie des Aiel renégats. Les Aiel qui font chier en fait tout le monde depuis le début, quoi. Et il se passe pas grand-chose, franchement. Mais dans le tome 18, je suis contente parce qu'on retrouve Matt et je crois que ça fait genre 3 tomes qu'on n'en a pas entendu parler et on en apprend davantage sur les Séanchaniens et leur but. Donc voilà, une intégrale et demie de La Roue du Temps ce mois-ci. Et le dernier livre, c'est une nouvelle saga que j'ai commencé, je vous en parlais pareil dans ce vlog sur les sagas, donc Les Absolus, le tome 1, Les Mobilisés de Margot Dessen, que j'ai vraiment bien aimé. Alors c'est du young adulte, donc du coup je pense que ça ne fera pas un coup de cœur pour moi, en partie par cette raison-là. Il y a des points positifs et des points négatifs, mais dans l'ensemble, j'ai vraiment beaucoup apprécié et j'ai chialé. Mon personnage préféré meurt très rapidement. Je parie jamais sur les bonnes personnes, que ça soit dans les séries ou dans les films. Mes personnages préférés partent toujours très rapidement des séries. Là, c'est le cas. Donc, mon personnage préféré, Johanna, j'ai adoré. Et vraiment, elle m'a bouleversée, cette relation amicale entre Prime et Johanna. Ça faisait du bien de lire une relation amicale entre un homme et une femme, qui n'ait pas d'ambiguïté, de sous-entendu sexuel ou amoureux, que ça soit juste une amitié. J'ai trouvé ça trop bien. Moi, la scène où Prime abat Johanna m'a bouleversée. J'ai dû arrêter de lire tellement j'étais... Voilà, bref. J'ai adoré l'histoire dans son ensemble. Donc en fait, on est dans une Europe dévastée par un monstre qu'on appelle la chose. Et autour des grandes villes, on a instauré des murs pour retenir cette chose. Et là, on est à Varsovie. Donc, je trouvais ça trop cool, parce que c'est une ville qu'on voit jamais en littérature. Ça m'a rappelé mon voyage là-bas, et donc j'ai bien aimé me rappeler de certains détails et de les visualiser. Et donc tous les ans, on envoie 100 jeunes, donc les mobilisés, essayer de tuer cette chose-là. Et donc nous, on va suivre 3 personnages principaux au début de cette génération. En fait, on va, grâce à eux, voir comment est organisée la vie à l'intérieur de ces murs, entre des clans, des tensions un peu... géopolitiques, ou en tout cas de clans, des adaptations, il y a des mutations génétiques, des morts, enfin bref, il se passe énormément de choses et ça j'ai bien aimé. Et pour moi, le point noir, ou le point que j'ai vraiment le moins aimé, c'est qu'en fait ça fait 20 ans qu'on envoie des personnes tuer la chose et en fait nos protagonistes y arrivent assez facilement. Genre c'est à la fin du livre, donc
il se passe quand même des éléments, mais d'ailleurs pas toujours tourné autour de la chose parce que les clans expliquent qu'ils ont abandonné vu qu'ils n'y arrivent pas et que ça tue trop de monde. Ils essayent juste de survivre et ça sera déjà mieux que rien. Mais du coup, nos protagonistes y arrivent plutôt facilement. Enfin, je trouve que le truc pour désactiver la chose n'est pas incroyable. Ça m'a un peu déçue cette fin. Ça m'a pas plu tant que ça, mais en fait, je me suis tellement attachée au personnage et notamment, j'ai trop envie d'en savoir plus sur la relation entre Reina et Alexander que j'ai trop envie de lire le tome 2 pour en savoir davantage. C'est sûr que je le lirai le tome 2, mais j'ai trouvé que du coup la fin, tout ça pour ça, ça m'a un peu déçue. Mais dans l'ensemble, c'était une très bonne lecture. Et vous le savez, j'ai rarement des livres très jolis parce que ça ne m'intéresse pas. Mais là, il était que dans ce format-là. Je sais pas s'il est sorti d'ailleurs dans un autre format, mais donc il est quand même très joli. Voici pour ce bilan lecture, donc beaucoup de SFFF, beaucoup de fantasy. Je sais déjà que ça ne sera pas le cas au mois de décembre parce que je me fais un petit challenge qui sera l'objet de la vidéo prochaine. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires le titre de votre meilleure lecture du mois de novembre, si vous en avez une ou plusieurs. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous!